Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 20 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre. Au programme, la suspension du portail DevHub par Cisco suite à la fuite de données sensibles, la correction d'une vulnérabilité critique présente depuis 8 ans dans le plugin Jetpack de WordPress, une nouvelle vulnérabilité dans Vim, la mise en route de NIS 2 et l'arrestation du cybercriminel USDOD au Brésil, impliqué dans des attaques cyber de grande envergure. Bleeping Computer a publié un article que l'équipementier Cisco a été contraint de suspendre son portail DevHub suite à une fuite de données sensibles. Ce 18 octobre 2024, Cisco a officiellement confirmé la mise hors ligne de ce portail public, DevHub, après qu'un acteur malveillant a publié des données non publiques. Cependant, Cisco maintient qu'il n'y a aucune preuve de compromission et de ses systèmes internes. Pour rappel, le portail DevHub est un espace destiné à la communauté des développeurs pour partager du code et des scripts. C'est celui-ci qui a été pris pour cible par cet individu se faisant appeler Intel Broker. Ce dernier a affirmé avoir réussi à accéder à l'environnement de développement via un jeton API exposé, donc il est passé par l'API, il récupère un jeton. Bien que l'enquête soit en cours, Cisco a indiqué que seuls quelques fichiers non autorisés ont été accidentellement mis à disposition du public. Aucune preuve d'exfiltration de données personnelles ou financières n'a été détectée à ce stade. Où le bas blesse, c'est ce que remonte Bleeping Computer. Intel Broker, frustré par le manque de reconnaissance officielle de Cisco sur cet incident, a partagé des captures d'écran avec Bleeping Computer pour prouver son accès aux environnements de développement de Cisco. Ouais, c'est là que ça commence à pincer, quoi. Ces preuves montrent un accès à un large éventail de données hébergées sur le portail DevHub, incluant du code source, des fichiers de configuration, contenant des identifiants de bases de données, des documentations techniques ainsi que des fichiers SQL. Selon Intel Broker, il aurait maintenu son accès jusqu'à que Cisco bloque finalement le portail DevHub et l'environnement JFrog compromis ainsi que l'accès aux serveurs Maven et Docker associés. Malgré ces affirmations, aucune preuve tangible n'a été fournie pour corroborer ces infiltrations sur les autres serveurs. Intel Broker a également précisé qu'il n'avait pas tenté d'estorquer Cisco, considérant qu'un accord financier aurait été futile car cela ne l'aurait pas considéré comme digne de confiance. L'acteur a affirmé que dans une telle situation, il ne ferait pas non plus confiance à un cybercriminel. Cisco continue de nier toute compromission majeure de ses systèmes, mais toujours d'après Bleeping Computer, l'incident met en lumière la fragilité des environnements tiers et leur exposition au risque de cybersécurité. Cet incident montre à quel point la gestion des accès API et des environnements de développement est cruciale pour éviter de devenir la cible des menaces persistantes. Ce que je retiens surtout dans cet article, et que je partage avec vous, c'est que les lanceurs d'alerte, c'est pas tous des cybercriminels, ce sont des gens qui font la passion, qui ont le job et qui vont dire voilà, vous avez une vulnérabilité, il faut la corriger. Et ils attendent pas forcément une reconnaissance financière. Ils peuvent attendre aussi une reconnaissance sur leurs compétences. Mais c'est très compliqué pour des entreprises de faire ce qu'on appelle un Hall of Fame. Et la frustration qui amène auprès de cette personne, qui a été de bonne volonté, mais malheureusement, il a violé plein de règles juridiques, quoi. En France, vous avez des règles, c'est ce qu'on appelle se connecter sur un système de traitement automatisé de données, un stade, qui ne vous appartient pas. Donc la loi protège l'entreprise à qui appartient un système. Vous n'avez pas le droit de faire ce qu'il a fait remonter des vulnérabilités. C'est dommage. Lisez l'article de Bleeping Computer. Correction d'une faille de 8 ans sur Jetpack et dernière nouvelle en cybersécurité. Une mise à jour de sécurité critique a été déployée dans le plugin Jetpack de WordPress, utilisé par des millions de sites. C'est Register qui nous ramène cette information. Ce plugin développé par Automatic est omniprésent grâce à ses fonctionnalités telles que le filtrage anti-spam et l'analyse de sites. Une faille présente depuis 2016. Dans la fonctionnalité de formulaire de contact, permettait aux utilisateurs connectés d'accéder aux soumissions. Alors, voyons, on les permettait aux utilisateurs connectés, donc à votre blog, d'accéder aux soumissions des formulaires des visiteurs, compromettant ainsi la confidentialité des données. Donc oui, c'est une faille, c'est une vieille vulnérabilité, mais il faut quand même un certain environnement pour pouvoir l'exploiter. Malgré l'absence de preuves d'exploitation dans la nature, la divulgation publique pourrait changer la donne. Jetpack a appliqué des correctifs à 101 versions. Remontons jusqu'à la version 3.9.9. Quel est l'éditeur qui va aujourd'hui sortir un correctif sur 101 versions, quoi? Bien entendu, il est recommandé de patcher pour assurer qu'on ne soit pas vulnérable. Pour information, Jetpack est installé dans 27 millions de sites WordPress. Donc on patch. Dans les nouvelles vulnérabilités majeures de la semaine, nous avons Vim Backup et Réplication. La semaine dernière a relevé une faille critique dans le logiciel de sauvegarde et de réplication Vim, identifié sous la référence CVE 2024-40-711 avec un score CVSS de 9.8. Cette faille permet à un attaquant non authentifié d'exécuter du code à distance via la désérialisation des données non fiables. Les administrateurs de plateforme Vim doivent immédiatement installer ces correctifs
surtout pour toutes les versions antérieures à la 12.1.2.172. D'autres failles avec des scores CVSS de 8.8 permettent le contournement de la MFA et l'exfiltration de données ont également été corrigées. Bon, si vous avez du Vim Backup et Replication, faut patcher. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ça dépend comment on regarde la réglementation. Le règlement NIS2 de l'Union européenne est rentré en vigueur. Donc qu'est-ce que ça impose pour nous, équipe de réponse à incident ? Ça va nous imposer de signaler tout incident cyber dans les 24 heures et de divulguer toute perte d'informations sous 72 heures. Ce cadre strict vise à renforcer la sécurité des infrastructures critiques et à favoriser le partage d'informations sur les menaces. Alors, la déclaration, si elle n'est pas accompagnée de ce que j'appelle de mesures coercitives, ça sert à rien. Les entreprises disent, si je le fais pas, il n'y a rien qui va m'arriver. Là, c'est pas le cas. Les entreprises risquent des amendes allant jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% de leur chiffre d'affaires global en cas de non-conformité. Je vous ai parlé cette semaine d'un rapport sur Mandiant qui mettait en lumière l'accélération du temps d'exploitation des vulnérabilités. Alors qu'il fallait en moyenne 32 jours pour qu'une faille soit exploitée en 2022, ce délai est tombé seulement à 5 jours en 2023 et à moins d'1 heure en 2024. Ce changement est principalement dû à l'augmentation des attaques exploitant des failles du type Zero Day. C'est un complément que je voulais vous mettre qui me semble important. Quand on parle de Zero Day, c'est pas juste pour faire de la com. C'est vraiment, il y a un risque, vous avez ce type de plateforme et ça va être exploité. Donc on patch. Un cybercriminel connu sous le nom de US-DOD, une figure clé des récentes cyberattaques à haute visibilité, a été arrêté par les autorités brésiliennes. US-DOD, âgé de 33 ans, a gagné en notoriété après infiltration en 2022 du programme InfraGuard du FBI, qui a exposé les données de plus de 80 000 membres issus du secteur critique de l'infrastructure nationale américaine. Ça, c'est pas une bonne idée, ça c'est pas la bonne cible à avoir. Son modus operandi, une exploitation méthodique de la faiblesse du processus de vérification d'identité au sein du FBI, combiné à une attaque de social engineering sophistiquée. En se faisant passer pour le PDG d'une importante entreprise financière, il a contourné les mesures de contrôle interne du FBI, un signal d'alarme pour les pratiques d'authentification au sein des programmes sensibles. Le FBI, malgré les preuves croissantes de compromission, a tardé à reconnaître la gravité de l'intrusion, permettant ainsi à US-DOD d'exfiltrer des données critiques à partir de l'interface d'InfraGuard, en accédant aux informations de contact, incluant les numéros de téléphone mobile, les adresses e-mail de milliers de professionnels. Il a créé une passerelle vers des attaques ciblées potentielles, telles que le spear phishing et l'espionnage industriel. Cet incident a révélé une vulnérabilité majeure dans la gestion des accès à des bases de données critiques contenant des informations sur les infrastructures américaines. En 2024, il a continué, US-DOD s'est à nouveau en infiltrant le National Public Data, le NPD, un courtier de données privées basé en Floride, spécialisé dans la collecte de numéros de sécurité sociale et d'informations personnelles sensibles. Ah mais le gars, c'est un furieux, quoi. Cette attaque a mis en lumière l'une des failles les plus préoccupantes de l'industrie des courtiers en données, mauvaise gestion des informations d'identification. NPD a involontairement publié ses propres identifiants d'accès en ligne, offrant à US-DOD une porte dérobée, une backdoor pour accéder à des millions de dossiers de citoyens américains. Bien que l'exploitation initiale n'ait pas été immédiatement suivie d'une fuite publique, l'incident a exposé une tranche significative de la population américaine à des risques accrus de fraude d'identité. US-DOD a affirmé avoir exfiltré les données, mais a nié toute responsabilité dans leur diffusion. Ouais, là, comme on dit, mon gars, t'es un peu cramé, quoi. Donc on est sur vraiment un schéma classique de déni plausible souvent observé chez les cybercriminels de haut niveau. Donc l'arrestation. L'arrestation d'US-DOD à Belo Horizonte par la police fédérale brésilienne est le résultat d'une collaboration internationale alimentée par une enquête approfondie menée par des sociétés de cybersécurité telles que CrowdStrike. Ce dernier avait publié un rapport confidentiel en août 2024 exposant l'identité réelle d'US-DOD comme étant Luan BG, un ressortissant brésilien avec une double nationalité portugaise. Cette révélation validée par US-DOD lui-même dans des forums criminels. Le mec, c'est juste un teubé, quoi. Il a un pseudo, on lui dit que c'est sa vraie identité, dans son forum de cybercriminel, il pense qu'il est dans l'impunité totale. C'est ce que j'appelle un des 7 péchés capitaux, c'est l'ego. Il se sent tellement sûr de lui, il a réussi, et comment dirais-je, il a mis une cartouche quand même au FBI. Il met une cartouche à une autre boîte, il va sur des forums, et en plus les forums, c'est des forums qui sont connus. On parle de Red Forum, de Bridge Forum. Pour moi, il est mauvais. Il est vraiment mauvais. Il était connu en plus US-DOD sous d'autres alias tels que Equation Corp ou NetSec. Et il utilise des forums, j'avais parlé de Red Forum, de Bridge Forum, où il vendait régulièrement ses exploits sur des systèmes critiques. Et en plus de ses exploits médiatisés, il a également revendiqué la vente d'informations sensibles sur des membres de la police fédérale brésilienne, accédant ainsi son profil international en tant que cybercriminel. C'est pas en ouvrant sa boîte à camembert qu'on réussit à faire quelque chose, quoi. Donc,
L'arrestation du SDOT, c'est une victoire importante, mais enfin, le mec, il a quand même donné son nom, il a limite donné son adresse, quoi. Mais elle soulève quand même des questions fondamentales sur la sécurité des infrastructures critiques et la gestion des accès dans des systèmes comme InfraGuard. Et voilà, ce podcast de Radio CSR du dimanche 20 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Vous trouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans sa description. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Un petit coucou à Bernard au Québec pour son message, c'était assez sympa. Donc nous avons nos cousins québécois qui nous écoutent. Prenez soin de vous, à demain, au revoir.